Bienvenue tout le monde. Bienvenue à ces midis conservation, connectivité. Mon nom est Ève Bélanger. Je suis agente de liaison chez Corridor Appalachiens. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour les midis biodiversité, connectivité écologique. On est rassemblés pour en apprendre plus sur la cohabitation avec la faune sauvage aujourd'hui. Nous sommes accompagnés de notre conférencière, Anaïs Gass, biologiste au ministère de la Forêt, de la faune et des parcs. J'aimerais aussi souhaiter la bienvenue aux bailleurs de fonds, collaborateurs qui ont permis la réalisation du projet, notamment la Fondation de la faune du Québec, puis le MLCC dans le cadre du projet Corridor écologique. Bienvenue aussi aux membres du collectif agricole et forestier de Bolton-Ouest, et puis ainsi qu'aux multiples partenaires et amis de Corridor Appalachien qui nous soutiennent et contribuent à l'avancement de notre mission. Pour ceux qui nous connaissent un petit peu moins, là, je vais m'assurer que, ah oui, ça fonctionne. Super. Ben, Corridor Appalachien, c'est un organisme à but non lucratif qui a été créé en 2002, qui a pour mission de protéger les milieux naturels de la grande région des Appalaches du sud du Québec. Notre mission se déploie en 4 grands champs d'action, des actions de conservation, de la gestion de la mise en valeur des aires protégées, l'acquisition de connaissances, qui est la partie science, et puis l'éducation et sensibilisation vers la collectivité. C'est un peu pourquoi on se voit aujourd'hui. Donc, Corridor Appalachien permet de maintenir, restaurer un cadre de vie qui respecte l'écologie de la région dans une perspective de développement durable. Et puis, nous œuvrons avec 17 organisations locales, ce qu'on appelle nos membres affiliés, et aussi Conservation de la Nature Canada au niveau national. Tous ensemble, là, on tente de faire rayonner cette mission. L'étendue des aires protégées actuellement sur le territoire de Corridor Appalachien, nos aires protégées, celles de nos partenaires, on travaille tous ensemble, comme je l'ai dit, on s'étend maintenant à 14 619 hectares. Donc, un petit survol express du roulement du webinaire. Si vous avez des questions, des réactions, des problèmes techniques, vous pouvez utiliser le chat. Et puis Marie-Hélène, notre ressource en communication, pourra vous guider si le temps nous le permet. Et on va essayer d'avoir ce temps pour vos questions à la fin. Vous pourrez utiliser le chat aussi. Maintenant, et tout le long du webinaire, s'il vous plaît, demeurez en sourdine pendant la présentation. Par contre, vous pouvez garder vos caméras si vous le souhaitez. Ça permet une interaction avec les conférenciers, conférencières. Et puis, mais vous pouvez la fermer si vous le préférez. La conférence est enregistrée. Et puis, nous prévoyons conclure vers 13 heures. Les midis, conservation. Oh, Marie-Hélène, je n'avais pas cliqué. Voilà. Nos midi-conférences sont une collaboration avec le collectif agricole de Bolton-Ouest, dont plusieurs membres sont présents aujourd'hui, comme je l'ai dit. Il y a 40 propriétés membres qui fait partie du collectif de Bolton-Ouest sur une surface de 1850 hectares à ce jour. Bruno Mir, qui est avec nous, va nous parler un petit peu plus de la mission du collectif de Bolton-Ouest et puis de notre partenariat qui permet cette belle conférence d'aujourd'hui. Alors, Bruno, à toi la parole. Merci Ève. Le collectif de Bolton-Ouest est aujourd'hui une OBNL depuis 2020. Nous étions une association libre de propriétaires jusqu'alors. Nous avons débuté nos activités vers 2015. Et comme Ève l'a dit tout à l'heure, on se retrouve à peu près une quarantaine pour l'instant de propriétés membres sur environ 1850 hectares. Alors, quelle est la mission? En gros, si vous voulez, c'est essayer de nous assurer que nos terres restent un patrimoine écologique viable et durable, s'assurer que les gens qui y vivent collaborent, travaillent ensemble, échangent des bonnes pratiques, le cas échéant produisent certains produits tant au niveau agricole que forestier, et tout ça avec des priorités transversales dont la biodiversité, la gestion de l'eau et l'économie sociale et solidaire.
Donc, la biodiversité est arrivée très tôt, puisque avec l'aménagement des forêts que nous souhaitions sur plusieurs propriétés, nous avons effectivement fait des PAF, hein, les plans d'aménagement forestier, qui ont été combinés au sein d'un plan d'aménagement collectif, et c'est là où la couche, hein, pour utiliser un terme aujourd'hui assez populaire dans tout ce qui est couche numérique notamment, eh bien, c'était la question de savoir qu'en est-il de notre biodiversité dans nos forêts, mais aussi dans nos prairies. Et c'est là où nous avons commencé un partenariat avec Corridor Appalachien pour faire des inventaires écologiques et pour connaître un petit peu ce que nous avions sur nos terres. Et en parallèle, nous nous sommes aussi intéressés aux espèces exotiques envahissantes et maintenant, en parallèle aussi, on s'intéresse à la cohabitation entre l'homme et l'animal et c'est effectivement un petit peu la raison pour laquelle nous avons notre conférencière aujourd'hui. Nous sommes très heureux d'avoir pu collaborer avec Corridor Appalachien pour la première session de conférence en 2019 qui malheureusement a dû être interrompue l'année dernière en raison de la pandémie, mais que nous reprenons avec plaisir aujourd'hui. C'est la deuxième des 3 conférences prévues cette année et on espère qu'il y en aura encore beaucoup d'autres. Donc voilà, je vais m'en tenir à ça. S'il y a des questions pour la suite, je serai disponible. Merci. Merci Bruno, merci beaucoup au collectif. Et puis je vois aussi M. Drolet de la municipalité de Boston-Ouest. Bonjour et merci à vous. Donc, sans plus tarder, je vous présente notre conférencière, Anaïs Gass, biologiste de formation. Anaïs cumule une dizaine d'années d'expérience en faune terrestre et aquatique. Elle a travaillé dans plusieurs régions du Québec, mais aussi ailleurs au Canada, ce qui lui a permis de travailler avec différentes espèces telles que les pics, l'omble de fontaine, le cerf de Virginie et même l'éléphant d'Afrique. Elle se concentre maintenant davantage sur l'orignal, l'ours noir, le dindon sauvage et son espèce vedette, le cerf de Virginie, puisqu'il est responsable aujourd'hui de la gestion de la grande faune pour la région de l'Estrie, de la Montérégie de Montréal et Laval au sein du MFFP. Et si je clique ici, vous allez voir ses coordonnées. Alors, sans plus tarder, la voilà. Anaïs, à toi la parole. Je te laisse l'écran et le micro. Merci beaucoup, Ève. Merci pour l'invitation. Merci d'être là aussi. Je suis contente de pouvoir venir vous parler de cohabitation. C'est un grand défi qui m'a été lancé, là, de parler de cohabitation avec la faune en aussi peu de temps. Donc, on va essayer d'y aller de façon générale pour toucher à plusieurs choses. Mais malheureusement, on ne pourra peut-être pas aller aussi en profondeur qu'on voudrait. Mais je reste disponible pour en discuter avec vous dans un autre moment, sans aucun problème. Maintenant, si je vous partage mon écran. Excusez-moi. Et voilà. Donc, on va discuter de cohabitation avec la faune. J'aimerais par contre savoir pour vous, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça résonne là, pour vous? À quoi vous pensez quand on parle de problèmes de cohabitation avec la faune, par exemple? Est-ce qu'il y a des espèces qui vous viennent en tête? Je pense qu'il y a moyen là, de rendre vos micros plus silencieux et de pouvoir avoir la parole. Là. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui seront prêts à se lancer puis à partager avec tous là, à quelle espèce que vous pensez, quel genre de problème de cohabitation que vous voyez. Bonjour. Bonjour. Moi, je pense au cerf de Virginie, entre autres. Ici, sur le territoire, on en a beaucoup. Ce qu'ils font, c'est qu'ils mangent toutes les nouvelles pousses d'érable. Donc, dans l'érablière, on n'a plus aucune petite repousse. Donc, il faut vraiment protéger les arbres. Donc, on parle d'un problème de cohabitation avec le cerf de Virginie parce que d'une façon naturelle, il n'y a plus de nouvelles pousses d'érable. Donc, il faut vraiment en planter et les protéger. Donc, c'est pour moi un problème de cohabitation avec le cerf de Virginie, même si on les aime beaucoup, là, mais une des problématiques, entre autres. C'est bon, excellent, merci. Effectivement, là, je ne vous cacherai pas que mon téléphone sonne quand même régulièrement en lien avec le cerf de Virginie.
Puis, on va avoir la chance là, de reparler de différentes stratégies, comment agir avec le cerf, puis aussi, on va essayer de comprendre pourquoi on a ces problèmes de cohabitation là. Parce que oui, on parle de problèmes liés à la régénération forestière, mais on peut penser aussi aux headsets qui sont mangés, aux cultures qui sont mangées, le soya, par exemple, des choses comme ça. Donc, très bon point. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui pensent à d'autres espèces? L'envahissement des dindons sauvages. Yeah. Est-ce que vous avez des cas un peu plus particuliers qui vous viennent en tête là, de cohabitation avec le dindon? Ben, il y a beaucoup pas des plantations, mais des cultures qui sont faites alentour de chez nous, qui amènent beaucoup de ces dindons-là comme tels. Et bien entendu, en forêt également, avec le grattage qu'ils font. Donc, les nouvelles pousses en prennent beaucoup pour leur argent comme tel. Et moi, j'ai des arbres à noix comme tel. Donc, à ce moment-là, ils font un ravage également dans ça qui empêche une certaine repousse également. Effectivement, là, si vous avez des arbres à noix, ça peut être un peu plus problématique, tout comme les maraîchers qui vont avoir des plants de fraises ou différents petites pousses là, qui essaient de faire leur chemin vers la vie, mais malheureusement, le grattage du dindon là, peut réduire leur taux de chance. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui voudraient s'exprimer? Je vois 2 autres mains levées, là. Je ne vois pas malheureusement c'est qui. Je vais prendre une chance de prendre la parole. Il y a le castor Merci. également. Le castor, Oui. qui, Est-ce que... moi, je suis situé à l'embouchure d'un petit lac, là, puis c'est sûr qu'avec leur activité, ça amène beaucoup de sédiments dans le lac. OK, les sédiments dans le lac. Est-ce que vous avez eu des problèmes de ponceau aussi à débloquer à cause du castor, par exemple? Non, il n'y a pas de ponceau, mais par contre, il bloque le ruisseau, là. Donc, c'est sûr que plus qu'on interagit avec, plus que ça crée de sédiments, mais disons que c'est ça, il y a une problématique là. C'est bon. Effectivement, là, le castor, on va le voir, différentes solutions pour le castor, puis ça peut aussi inonder une partie de vos cultures, par exemple, si le barrage devient très grand et la partie inondée devient imposante aussi. Peut-être une dernière personne avant qu'on continue, étant donné que je veux vous laisser la place aussi, là, du temps pour discuter à la fin. Malheureusement, là, je ne vois pas du tout les mains qui sont levées, je suis désolée. Allez-y. J'allais dire tic à pattes noires, exodus scapularis avec la maladie de Lyme. Peut-être problème de santé publique, cohabitation qui peut parfois être problématique là, quand on est à proximité d'un milieu où il y a une forte incidence de la maladie. Là. Effectivement, des changements d'habitude à avoir en lien avec la tique, prendre l'habitude de bien se vérifier pour voir si on a des tiques à la fin d'une journée en randonnée, tenir nos gazons courts. Effectivement, c'est un autre enjeu. Très bon point. Je ne sais pas si c'est des vieilles mains ou s'il y a encore des gens qui veulent interagir. Si je peux me permettre, bonjour, est-ce que vous Oui, m'entendez? oui, je vous entends très bien. Allez-y. OK. Bonjour tout le monde. Caroline Chabot, contrôle parasitaire. Je suis contente de voir votre présentation. En fait, moi, la cohabitation entre les animaux sauvages et les humains dans leur maison, là, la cohabitation est souvent souhaitée, mais maladroitement entretenue. Alors, moi, je pense, moi, dans mon métier, raton laveur, souris, écureuil, tamia, tous des animaux que les gens adorent, qui nourrissent ou qui aillent, puis jusqu'à temps que là, on perd le contrôle ou qu'eux perdent le contrôle. Et puis, voilà, donc un territoire à partager quelquefois, puis la chauve-souris aussi. Fait que j'ai hâte de vous entendre parler. La chauve-souris que tout le monde aime, mais qui cause aussi des désagréments sérieux. Fait que voilà, j'ai hâte de vous écouter.
Ben, merci. Puis effectivement, là, des fois, juste de nourrir notre chat à l'extérieur peut amener aussi à nourrir la moufette ou le raton du quartier, là. Donc, il y a des conséquences associées à nos actions. Vous en avez nommé beaucoup, plusieurs espèces variées avec différentes situations. Je trouve ça vraiment intéressant. Moi, j'en avais préparé aussi quelques-unes, là. Les pics, qui sont de très beaux oiseaux, mais par contre, des fois, ils vont venir se nourrir là, dans nos arbres qui nous semblent encore sains. Ils vont venir chercher les fourmis charpentières qui ont déjà commencé à rentrer dans certaines essences d'arbres, comme le cèdre là, qui est encore vivant, mais la base commence à être attaquée. Ensuite, les corvidés, que ce soit la corneille, par exemple, qui va aller manger les semis dans les champs. Certains agriculteurs peuvent trouver ça un peu décourageant là, de voir tous ces oiseaux dans les champs au printemps, par exemple. Goéland, on veut aller manger sur le bord de la rivière, notre frite ou notre crème glacée tranquille, puis finalement, ils nous tournent autour parce qu'ils sont habitués d'être nourris. Donc, ça peut couper un peu la magie du moment. Les castors, on en a déjà parlé. Ça peut être associé à un ponceau, par exemple, qui va être bloqué. S'il y a un coup d'eau puis le barrage cède, bien, le chemin peut partir avec, des fois, là, dans certains cas. Donc, des dommages quand même considérables. La loutre qui peut venir manger les poissons que vous avez mis dans votre lac, par exemple. Tout votre argent ensemencé peut disparaître, pas tout, mais peut être diminué à cause de la présence de loutre. L'écureuil... J'ai un écureuil bien ratoureux qui a trouvé un trou pour rentrer dans mon cabanon. Et là, j'ai un beau tapis de fruits de cocotte à l'intérieur de mon cabanon. Pas nécessairement ce que je souhaitais. Un ours, quand on fait un face-à-face avec un ours dans un sentier pédestre, on ne sait pas toujours nécessairement comment réagir ou si l'ours vient en arrière de chez nous à cause qu'il a senti la nourriture. Ça peut être imposant. Un orignal, faire un accident avec un écureuil, c'est tel quel, mais faire un accident avec un orignal, c'est une autre paire de manches, comme on pourrait dire. Donc, ça peut avoir un certain incident. Renard, les poulaillers urbains sont très populaires. Il y a de plus en plus de gens qui ont des poules en arrière de chez eux. Si je ne protège pas bien mes poules, il y a des chances que le renard vienne manger quelques-unes de mes poulettes. Même chose pour la belette. Si je ne mets pas le bon grillage, on va réussir à se faufiler, venir chercher les poules. Un marmotte, ça se pourrait qu'elle aime votre jardin, hein, ou qu'elle fasse des trous dans vos champs. Coyote, un coyote habitué de venir un peu plus près de l'humain pourrait trouver que votre petit chien en fin de vie est une proie facile, donc pourrait décider de partir avec votre chien ou votre chat, par exemple. Raton laveur, on en a parlé, si on laisse nos poubelles accessibles, ça se pourrait qu'il y ait des ratons qui viennent, ou même la nourriture du chat. Même chose pour la moufette, qui peut elle aussi venir manger les œufs de vos poules. Porc-épic qui va venir manger certains, généralement l'écorce des arbres, mais si ça pourrait être votre chalet qui décide qu'il trouve bien bon. Sanglier, je ne veux pas alarmer personne, je veux juste prendre 2 secondes pour en parler. Il n'y en a pas encore, il n'y en a pas à l'état sauvage au Québec, mais ça arrive qu'il y ait des échappées. Je profite de la tribune juste pour vous dire, c'est un animal qui peut faire énormément de dommages dans nos forêts. C'est pas souhaitable. On a juste à regarder ce qui se passe aux États-Unis, en Europe ou même en Saskatchewan. C'est notable là, comme dommage. Et c'est très dommageable pour les forêts, la biodiversité, une grande perte de biodiversité associée à la présence de sangliers. Donc, si vous en voyez un, dites-vous que ce n'est pas normal. On vous demande d'appeler SOS braconnage aussitôt que possible. Alors, il y a une équipe qui va se mettre en place pour aller capturer la ou les bêtes. Dindons, on en a parlé. Effectivement, là, qui peuvent se rassembler par dizaines dans les champs. Et cerfs de Virginie, qu'on a discuté. Vous voyez, là, ça fait plusieurs espèces. Il y a même des espèces qui ont été nommées dans les dernières minutes que moi, je n'avais même pas inscrites, là, étant donné qu'il faut se limiter.
Ça fait beaucoup d'espèces à discuter. Comme je disais, c'est un beau défi qui m'a été lancé de parler de cohabitation en aussi peu de temps. Je vais essayer de me concentrer sur le cerf. Je pense que c'est une espèce là, dans votre région, dans le secteur de Bolton, ouest qui amène son lot d'enjeux. Le sud du Québec a de fortes populations de cerfs avec certaines problématiques associées à ça. Donc, je vais avoir plusieurs exemples associés aux cerfs, mais on va voir aussi là, au passage d'autres espèces. Donc, on va regarder les principales causes du déséquilibre. Les problèmes de cohabitation s'originent de où? De façon générale, on va y aller pour un exemple plus concret avec le cerf de Virginie. Puis, on va essayer de voir des solutions pour mieux cohabiter. Quand les populations sont trop fortes, hein, quand ça cause des dommages, puis on a vraiment un problème de cohabitation. Puis aussi, quand on aimerait ça, créer des meilleurs habitats pour garder la faune aux bons endroits. Puis aussi, des fois, on aimerait ça avoir un peu plus d'une certaine espèce, par exemple. On aimerait ça avoir un peu plus de lièvres sur nos terres, ou un peu plus de géminotupés. Donc, on va essayer de voir différentes solutions comme ça. Principale raison de problèmes de cohabitation, en fait, il ne faut pas oublier là, que généralement, on s'installe où il y avait déjà de la faune. Quand il y a des nouveaux développements domiciliaires qui se bâtissent, c'est souvent une forêt qui est coupée, c'est souvent un habitat qui est coupé. Puis, on est content d'avoir la forêt en arrière, mais dans la forêt, il y a des animaux qui y habitent. Donc, c'est normal qu'on ait à cohabiter dans tout ça. Il y a un manque de tolérance. Hein, souvent, ce manque de tolérance-là vient d'une méconnaissance, d'une crainte. Quand je croise un ours, ben, souvent les gens disent ben, je veux que l'ours disparaisse. Mais en réalité, l'ours est peut-être juste de passage. Il est peut-être pas. Il fait juste rôder pour essayer de trouver quelque chose à manger, puis il va continuer son chemin. Il n'a pas l'intention d'être malin envers vous. Un dindon sauvage, c'est pas tout le monde qui connaît comment ça fonctionne nécessairement, un dindon sauvage. Donc, on ne sait pas trop comment agir avec cette bête-là. Donc, des fois, c'est ça, c'est un manque de connaissances. Les gestes habituants, les animaux à l'humain, on en a parlé tout à l'heure, quand on nourrit les bêtes, quand les poubelles sont accessibles, quand on a des mangeoires à oiseaux avec beaucoup de graines qui tombent au sol, par exemple, ça peut, ou même nourrir les dindons volontairement, ça les amène proches de notre maison. Il y a certaines habitudes comme ça là, qui font en sorte que la faune vient plus près de nous. Il y a une diminution des prédateurs. Je ne vous cacherai pas qu'en 2021, le prédateur numéro 1 pour la plupart des espèces, c'est l'homme. Hein? On est en haut de la chaîne alimentaire, puis on demeure là en tant que... Il y a encore des gens qui chassent ou qui trappent. Donc, c'est eux qui sont le prédateur numéro 1. Mais on a une baisse au niveau des chasseurs. Donc, on a une baisse de prédateurs. Grande capacité d'adaptation de l'espèce. Hein, par exemple, le renard qui mange des poules, ce n'était pas nécessairement à la base de son régime alimentaire, tout comme le coyote qui va manger votre chat, par exemple. Donc, c'est les espèces fauniques s'adaptent à l'environnement qu'ils ont. Si on reprend tous ces points-là, puis on regarde avec le cerf. Présence d'humains où la faune était déjà établie. Si on pense là, au cerf, le cerf, généralement, a des endroits où il ravage, c'est-à-dire des aires de confinement du cerf de Virginie. C'est un endroit où il se recueille, il se regroupe l'hiver pour entretenir les sentiers, où il y a un abri, il y a de la nourriture, ils sont en groupe, ils peuvent entretenir les sentiers, ils ont une moins grande dépense énergétique l'hiver. Toutes les taches mauves qu'il y a sur ma carte, c'est des aires de confinement. Donc, c'est sûr que si on construit un développement à proximité d'un aire de confinement, puis vous installez une belle haie de cèdre, puis vous faites une belle plate-bande avec des hostas,
ça se pourrait qu'au passage, les cerfs viennent manger vos haies, votre haie ou vos hostas, par exemple. Donc, ça fait partie de la réalité. Manque de tolérance de la part de l'humain. Souvent, je prends l'exemple de gens qui ont des pommiers chez eux. Le cerf va passer, va manger les pommes qui sont au sol, ne touchera presque pas celles qui sont dans l'arbre. Donc, peut-être que c'est un compromis acceptable dans le sens que les pommes étaient probablement pas nécessairement bonnes à consommer. Ils commençaient à être moins belles, ils n'auraient pas été mangés de toute façon, donc au moins le cerf les a mangés. La personne n'aurait pas mangé toute la quantité de pommes de toute façon. Par exemple, c'est peut-être un compromis pour la personne qui a quelques pommiers sur son terrain pour son plaisir. Les gestes habituels des animaux à l'humain. Nourrir les cerfs. Souvent, ça vient d'une bonne action. Souvent, les gens, ils veulent prendre leur café en regardant les cerfs parce que c'est une belle bête. C'est aussi une bonne action qu'ils croient faire en les nourrissant parce que l'hiver est difficile. Donc, l'hiver, c'est une période difficile pour tout le monde. Les cerfs font pitié, si on veut. Donc, les gens veulent les nourrir. Par contre, derrière cette action-là, on peut, je prends une minute là, pour faire une petite parenthèse sur le nourrissage pour vous expliquer les impacts négatifs du nourrissage. Le cerf, il n'ira pas dans les ravages, il n'ira pas dans son aire de confinement. Souvent, il va rester à l'endroit où il a été habitué d'être nourri. Donc, il choisit un mauvais habitat. Ça ne veut pas dire que où vous le nourrissez, il va retrouver un mélange d'abri et nourriture, puis, excusez-moi, qui va être, que c'est ça, l'habitat autour de votre maison va être adapté à lui. Il devient dépendant à votre nourriture. Il peut devenir agressif, hein, si on revient à la diapo d'avant, voir la quantité de cerfs collés les uns sur les autres. Souvent, ils peuvent se chicaner pour les dernières carottes ou la carotte du voisin a toujours l'air meilleure que la nôtre. Donc, ça peut être ça aussi, là. Donc, ça peut occasionner, c'est ça, un stress, des blessures pour le cerf. Donc, il y a des impacts négatifs pour lui. Mais sur son niveau digestif aussi, le cerf est programmé pour manger des ramilles l'hiver. Puis, si on le nourrit de carottes, on s'entend là, des brindilles d'arbres, des petites branches d'arbres, c'est riche en fibres, c'est faible en sucre. Donc, si le cerf est nourri de carottes, de pommes, de maïs, c'est une nourriture pour laquelle il n'est pas adapté à cette période de l'année. Donc, il peut avoir beaucoup de problèmes. Il peut avoir des carences alimentaires, il peut développer différents problèmes digestifs, puis il peut même en mourir là, dans certains cas. Donc, même pour la bête, c'est pas bon. Puis, en plus, on augmente artificiellement le nombre de bêtes à un certain endroit parce qu'on lui donne plus de nourriture. Donc, ils vont rester à cet endroit-là. Ils vont aller brouter ce qu'il y a autour, au passage. Hein? Quand ils ont fini de manger vos carottes puis qu'ils attendent le prochain voyage, ils peuvent décider d'aller manger votre headset, par exemple. Ou ils peuvent aller manger chez votre voisin. Votre voisin ne sera peut-être pas nécessairement content, lui, d'avoir des cerfs qui mangent ses plantes. Il peut y avoir aussi des prédateurs qui sont opportunistes. Ils disent « Oh, il y a plein de cerfs ici, il y en a qui sont malades, ils sont regroupés, ça va être facile. » Donc, on peut rapprocher les coyotes de la maison. On peut avoir des moufettes, des ratons laveurs qui sont intéressés, eux aussi, à manger les cerfs. Excusez, à manger la nourriture qui est donnée pour les cerfs. Si vous nourrissez en arrière d'une maison, de votre maison, c'est forcément qu'il y a une route à proximité. Donc, souvent, le nombre d'accidents routiers là, est nettement augmenté là, à proximité des sites de nourrissage. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'est pas recommandé de nourrir les cerfs. Encore moins là, si on ne veut pas créer un surnombre au même endroit puis qu'on veut vraiment le bien-être de la bête. Maintenant, si on revient là, aux différentes raisons, là, aux problèmes de cohabitation avec le cerf, on disait la diminution de prédateurs
et d'hiver doux, dans le cas, en fait, là, on a des hivers doux en plus, là, dans le cas du cerf. Vous allez voir, là, pour les prédateurs, le chasseur, je vous ai mis un graphique là, qui présente de 1996 à 2020 le nombre de permis pour la chasse au cerf qui a été vendu. On voit que de 1996 à 2007, il y a une augmentation. Puis ensuite, ça diminue constamment jusqu'en 2019, puis ça remonte en 2020. En 2020, on a mis des mesures là, afin d'augmenter, d'essayer de favoriser la relève, de favoriser la récolte de cerfs. Donc, donc, on voit là, qu'il y a vraiment une diminution du nombre de prédateurs, de chasseurs pour le cerf de Virginie, ce qui peut aussi expliquer sa grande présence. Mais un des grands facteurs qui régularise les populations de cerfs, c'est la rigueur de l'hiver. Ici, je vous ai mis un graphique. Les bâtons verts, c'est les hivers doux. Les parties jaunes, c'est les hivers moyens. Puis en rouge, c'est les hivers rigoureux. Bon, 1, là, c'est en Gaspésie. 3, c'est 2, 3, là, c'est Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches. Puis 5S, là, c'est la zone de chasse pour Bolton-Ouest. Donc, on voit que c'est très vert avec un hiver moyen de 2010 à 2017. En fait, tout le sud du Québec, là, Montérégie, Estrie, on a eu principalement des hivers doux, quelques hivers un peu moyens. Je vous apprends rien probablement. Là, on entend souvent, c'est plus les hivers de ma jeunesse, mais c'est vrai, on pèle moins, puis les cerfs ont une meilleure survie à l'hiver. Donc, c'est beaucoup plus facile là, pour eux. Donc, moins de mortalité associée à l'hiver, donc des populations qui continuent. En plus, le cerf s'adapte très, très bien à la présence d'humains. C'est pas rare que je me fais raconter des histoires de cerfs qui viennent cogner à la fenêtre, littéralement pour avoir leur carotte. Par contre, s'il y en a un à la fenêtre, souvent il y en a d'autres qui l'accompagnent. Et en plus, le cerf s'adapte très facilement, quand même facilement à de nouvelles sources de nourriture. J'ai même eu, puis là, ça va faire sourire certains d'entre vous, je suis certaine, là, les forestiers ou ceux qui ont des problèmes d'envahissement du nerf brun. À certains endroits, il a même été documenté que le cerf avait même commencé à manger un peu de nerf brun parce qu'il n'y avait plus rien d'autre à manger. Malheureusement, il ne semble pas le manger en grande quantité. Donc, criez pas victoire pour cette bataille-là. Mais c'est juste pour montrer à quel point il est capable de s'adapter ou anticosti, que maintenant, il est rendu qu'il mange de l'épinette pour essayer de se nourrir sur cette île-là. Puis, en plus, qu'est-ce qui est particulier avec le cerf, c'est que c'est un grand gibier qui a un potentiel élevé de reproduction. Donc, je vous ai mis 3 espèces. L'ours noir, l'orignal et le cerf de Virginie. En blanc, c'est qu'ils n'ont pas la maturité sexuelle. En gris, c'est qu'ils atteignent sont sexuellement prêts là, à se reproduire. Puis là, on voit qu'ils sont plus petits, là, c'est les jeunes. Donc, on voit là, qu'après 6 ans, on a 3 ours. Après 6 ans, on a à peu près 8 orignaux. Puis, on a une quinzaine de cerfs. Puis, c'est quand même conservateur là, comme graphique. Donc, on peut voir là, que ça aussi, ça aide à avoir des fortes populations de cerfs de Virginie. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec tout ça? Qu'est-ce qu'on fait pour aider la cohabitation avec la faune? Comment ça peut être possible? Prévenir. Hein, quand on a échangé tout à l'heure, on a parlé là, que des fois, c'est dans nos actions où on les trouve beaux au début, mais si on ne fait pas attention, ça se pourrait qu'on les trouve moins beaux parce qu'on va les trouver un peu envahissants ou un peu dérangeants. Surveiller. Hein, une fois qu'on a bien compris la dynamique, on surveille, puis après ça, on peut ajuster. Ces 3 termes-là, pour ceux qui ont écouté la conférence du mois passé, vous rappellent sûrement quelque chose. C'est exactement là, les termes qui avaient été employés dans la présentation sur les contrôles des ravageurs en milieu agricole.
Je trouvais que ça s'adaptait très bien au contexte de la cohabitation aussi, surprenamment. Donc, c'est un peu le même principe là, qu'on repasse. J'ai juste ajusté que des fois, il faut tolérer aussi. On va regarder chacun des facteurs. Prévenir, hein, identifier les espèces présentes ou absentes du milieu. Si je sais qu'il y a beaucoup de cerfs qui se promènent chez moi, mon action envers ma headset va être différente que s'il y en a un qui passe une fois par année, puis c'est tout. Comprendre pourquoi elles sont trop abondantes ou pas assez abondantes, si on veut favoriser leur présence à certains endroits, plus qu'à d'autres. Déterminer les dommages possibles. Encore là, par exemple, si je sais qu'il y a beaucoup de cerfs dans ma région, peut-être que le choix de culture devrait être différent que du soya si mon champ est petit, par exemple, et en bordure de forêt propice à avoir des cerfs. Sélectionner ou mon bétail, si j'ai des coyotes puis j'élève des agneaux, mes agneaux, peut-être que tant qu'ils n'ont pas atteint une certaine capacité de déplacement, peut-être que je ne devrais pas les laisser dans le champ ou je devrais les garder vraiment proches de la grange pour éviter là, que le coyote vienne se faire un snack dans mon agneau. Dans mes agneaux. On sait, l'agneau, c'est bon, mais le coyote semble aussi très futé. Sélectionner une solution accessible et juger efficace à notre solution, à notre situation. Malheureusement, il n'y a pas une solution unique pour tous. Il n'y a pas de solution magique. C'est vraiment, faut bien comprendre la situation pour bien agir. Surveiller. On vérifie l'efficacité de la méthode qu'on a mise en place. On peut combiner des méthodes. On ajuste puis on tolère. On va regarder différentes méthodes. Capture et relocalisation, hein, on entend ça souvent, on ne veut pas faire de mal à la bête, donc on va la prendre et on va la mettre ailleurs. Je vous dirais qu'au ministère, on déconseille de relocaliser les animaux sauvages le plus possible parce que au niveau du bien-être animal, ce n'est pas toujours adapté. Puis, est-ce que je déplace le problème ailleurs? Est-ce que l'habitat est adéquat pour la bête ou je l'amène le nouvel environnement, est-ce qu'il est adéquat? Est-ce que je transporte des maladies? Est-ce que le milieu récepteur a des maladies qui pourraient affecter la bête que j'amène? Aussi, certaines espèces là, que ça va prendre différents permis pour pouvoir les déplacer. Donc, c'est des choses à prendre en considération. Méthode d'exclusion. On pense aux clôtures, aux protecteurs de plants. On évite là, que la bête touche à qu'est-ce on veut protéger. Si j'ai un verger, c'est peut-être bien de le clôturer. Souvent, la superficie n'est pas si grande que ça. Donc, de mettre la clôture, ça a des grands avantages. Ça touche, ça peut, là, on peut penser aux cerfs de Virginie, mais il y a plusieurs espèces là, qui peuvent être éloignées ou du moins, on peut protéger notre bien pour différentes espèces avec des méthodes d'exclusion. L'efficacité est généralement très élevée. C'est permanent, donc on le fait une fois, c'est fini. Puis, on peut exclure plusieurs espèces. Par contre, je ne vous cacherai pas, ça a quand même son à côté, là, un peu plus négatif. Souvent, les coûts sont élevés. Donc, si on a une grande superficie à clôturer, ça peut monter rapidement. L'aspect visuel n'est pas toujours désiré. Hein, si on a une clôture, si on a une headset ou un terrain là, plus proche de notre maison, c'est peut-être pas mettre une clôture électrique, c'est peut-être pas idéal. Ça demande un entretien, il faut le surveiller. Puis, il faut valider avec la réglementation municipale aussi. Là. Je vous ai mis 3 exemples, là. Bon, 2 clôtures. Puis, il y a le cube Morancy ici, là, on parlait de castor plus tôt. Si ça permet que le castor puisse habiter l'endroit sans inonder une trop grande superficie. Donc, c'est une situation gagnante-gagnante, si on veut. On a encore la chance d'avoir du castor sur notre lot sans avoir toute notre forêt d'inonder. Puis aussi, ça limite les dommages là, qui pourraient être associés à un coup d'eau qui ferait en sorte que le ponceau plus bas pourrait partir avec cette grande accumulation d'eau-là. Méthode d'effarouchement. On peut penser aux bonnes vieilles assiettes d'aluminium, par exemple, pour le cerf ou même pour d'autres espèces. Il y a le canon à air comprimé dans les champs qui pourrait être installé.
Ça fait des gros paf-paf. Donc, il faut vérifier quand même la réglementation municipale. Puis, si vous êtes avec plusieurs voisins proches, ça se pourrait que vos voisins ne vous aiment pas si vous les réveillez avec votre canon à 5h30 le matin pour éloigner les cerfs ou que vous faites des paf-paf tard le soir, là. Donc, c'est bien de penser aussi à la cohabitation avec votre voisinage là, dans ce cas-là. Il y a des gicleurs. C'est la troisième image ici, là, qui c'est des gicleurs d'eau qui se déclenchent avec automatiquement là, lorsqu'il y a une présence, donc un détecteur de mouvement qui est inclus dessus. Donc, ça peut fonctionner pour plusieurs espèces, là. Ça pourrait faire fuir le dindon autant que le cerf de Virginie, par exemple. Donc, ça a différents niveau d'utilité, ça pourrait être tant pour votre champ, forêt, plante horticole, tout dépendant là, de la méthode utilisée. On peut penser au hibou que vous mettez sur le coin de votre jardin. C'est sûr que la plupart de ces techniques-là, c'est faible en coût. C'est généralement peu visible ou relativement assez discret. Puis, ça peut exclure plusieurs espèces animales. Par contre, l'efficacité est assez variable. Puis, souvent, il y a une accoutumance qui se crée des bêtes. Donc, ça devient plus efficace. Donc, ça demande un certain ajustement là, à certains moments. Si vous ne changez pas votre canon de place ou si vous ne changez pas sa fréquence, la bête va s'habituer puis elle va savoir que ça ne représente pas un risque là, pour elle. Même chose pour votre hibou. Là, les oiseaux finissent par comprendre que le hibou ne bougera pas même s'il s'approche. Répulsif, on peut penser là, à l'urine de coyote ou à des mélanges du commerce là, qui vendent dans les comme au Canadian Tire, par exemple, du Deer Off ou des choses comme ça. Les poils de chien pour mettre sur le bord de votre poulailler ou de votre jardin. Même chose pour le poivre de Cayenne, le goudron. Il y a plein de recettes là, possibles. C'est vraiment... souvent, c'est olfactif. Là, la bête va sentir ça, puis elle ne voudra pas aller plus près là, de ce que vous essayez de protéger. C'est sûr que le coût est faible. C'est discret, généralement. Là. Ça peut exclure plusieurs espèces animales. Par contre, l'efficacité est généralement modérée. Il faut souvent le refaire s'il y a une pluie. La guenille enduite d'urine de coyote, par exemple, va se laver, puis ça va perdre beaucoup son efficacité. Donc, ça demande un certain entretien. Changement de pratique. Je pense que ça, j'aurais dû le mettre au début. c'est probablement une des plus importantes. Là. Souvent, c'est plus facile de prévenir que de guérir. On en a même parlé tantôt là, dans nos échanges. Donc, d'éliminer ou de rendre inaccessible la source de nourriture. Si vous avez, vous savez qu'il y a beaucoup de dindons dans votre quartier qui se promènent ou dans votre secteur, mais peut-être que d'enlever vos mangeoires ou de mettre un grillage là, à 10 cm au-dessus du sol pour éviter qu'ils viennent manger par terre, ça va aider. Même chose, si vous savez qu'il y a un ours qui rôde, peut-être mettre vos poubelles dans le cabanon pour une semaine. Pour le dindon, protéger votre ensilage. C'est différentes petites actions comme ça là, qui peuvent permettre de protéger. Et oui, des fois, ça demande un peu plus de temps, mais quand on pense à long terme, c'est souvent des petites actions comme ça qui vont nous aider à sauver gros en bout de ligne. Souvent, c'est un faible coût. Hein? Généralement, un changement d'habitude de ne pas nourrir le chat dehors pour éviter qu'il y ait une moufette qui vienne manger sa nourriture, ça ne coûte pas vraiment cher. C'est souvent discret parce que de fermer votre ensilage, de fermer le boudin dans l'ensilage ou de fermer la porte de la grange pour pas qu'il puisse se rentrer, il n'y a personne qui va s'en rendre compte. Ça peut exclure plusieurs espèces. Hein, quand on pense à bien refermer nos portes, par exemple, bien, il y a plusieurs espèces qui ne peuvent pas rentrer. Même chose, si on calfeutre les trous à des endroits, bien, on peut penser que les souris ne rentreront pas, le raton ne rentrera pas, différentes espèces comme ça, les écureuils ne rentreront plus. C'est sûr que l'efficacité est variable tout dépendant de l'espèce, tout dépendant de la situation. Puis ça demande un changement d'habitude. Hein. Changer d'habitude, c'est généralement pas nécessairement facile, mais c'est faisable, généralement.
Et ensuite, on tombe aux méthodes létales, hein, la chasse sportive ou le piégeage. C'est souvent en milieu agricole et en milieu forestier qu'on va appliquer ça. Ça prend quand même des grandes superficies. Les espèces visées, c'est tous les gibiers qui sont chassables ou piégeables. Généralement, c'est un faible coût. Il y a une mise en valeur de la viande ou de la fourrure qui peut être faite. Puis, ça permet de pratiquer une activité de plein air. C'est sûr qu'il y a des règlements à respecter. Hein, on ne peut pas faire ça à n'importe quel moment de l'année. On a des dates à respecter, on a des types d'engins à utiliser plus que d'autres. Ça peut demander une formation ou de connaître des chasseurs et des piégeurs. Il ne faut pas éliminer cette option-là aussi. Hein, quand nous, on ne veut pas chasser, on n'est pas prêt. On peut ouvrir notre terre à d'autres. Donc, pour devenir un chasseur, on peut prendre le permis d'initiation si on n'est pas sûr d'aimer ça. C'est un permis valide d'1 an là, qui nous permet d'avoir accès à différentes chasses. Puis sinon, il faut se certifier, soit pour arc-arbalète ou l'arme à feu ou tous ces engins-là. On peut inviter les chasseurs à venir sur notre terre. Puis pour devenir piégeur, la formation se donne en ligne ou en classe. Là, bien sûr, avec la COVID, l'option en classe n'est présentement pas disponible. En même temps, vous pouvez aller sur le site la Fédération des trappeurs gestionnaires du Québec, la FTGQ là, en bas, ici pour avoir plus d'informations. Pour les formations entourant la chasse, c'est le site de la fdcp.com, trouver une formation. Dans tous les cas, c'est une formation qui dure 2 jours et moins. Puis vous allez apprendre énormément sur les espèces de gibier aussi. Pour le cerf, des choses vraiment concrètes là, que vous pouvez mettre en application sur votre terre. Vous pouvez devenir chasseur, vous pouvez inviter des chasseurs sur votre terre. Hein, quand on invite juste notre cousin à venir chasser chez nous, c'est pas ça qui fait le plus grand prélèvement. Puis s'il prélève un boc, un mâle adulte avec des bois, par exemple, ça peut être un beau trophée pour lui pour mettre en haut sa cheminée. Mais par contre, votre cheptel, il ne diminuera pas nécessairement. On s'entend, c'est les femelles qui ont le pouvoir, si on veut, de pouvoir faire la progéniture là, qui repeuple la population de cerfs. Donc, on encourage vraiment la récolte de cerfs sans bois si vous avez un problème de surpopulation de cerfs chez vous. Pour ça, vous pouvez participer au tirage au sort pour gagner un permis de cerf sans bois qui vous permet de récolter une femelle ou un faon pendant les périodes contingentées, lorsqu'on a le droit seulement au boc, par exemple. Puis là, vous dites, mais moi, je ne chasse pas. C'est pas grave, vous pouvez appliquer quand même si vous avez un lot de 4 hectares et plus. Hein, vous appliquez dans la catégorie propriétaire, puis là, vous allez pouvoir donner ces permis-là à des chasseurs que vous connaissez. Donc, eux, ça va donner l'option de récolter un permis de cerf sans bois. Puis, en plus, nouveau de l'année passée, le permis de cerf sans bois est maintenant partageable avec la famille immédiate. Donc, si vous êtes chasseur, vous avez un permis de cerf sans bois en main, bien, votre femme, mère, frère, sœur, père, vos enfants, bref, la grande famille immédiate va pouvoir récolter un cerf sans bois en vertu de ce permis-là. Sa chasse va être terminée. La vôtre se continue en vertu de votre permis régulier. Là, c'est peut-être un peu du chinois là, en ce moment pour certains, mais si ça vous intéresse, là, je vous invite à consulter le plan de gestion du cerf de Virginie 2020-2027 ou sinon de nous contacter au ministère, là, au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Ça va nous faire plaisir de vous expliquer ça plus en détail. Puis aussi, nouveau pour la chasse au cerf, pour les nouveaux certifiés, ceux qui ont un permis d'initiation ou les jeunes de 12 à 17 ans, il y a une fin de semaine destinée à la relève. Donc, le 30-31 octobre, si je ne me trompe pas, la dernière d'octobre, il y a possibilité là, que c'est juste eux qui peuvent chasser cette fin de semaine-là. Donc, ça ne nuit pas, où il n'y a pas de compétition avec les chasseurs, les vieux chasseurs, si on peut dire. Donc, ça leur donne leur petit moment à eux là, qu'ils peuvent avoir dans la forêt. En tant qu'MRC ou une municipalité, il y a des choses aussi qui peuvent être faites. D'éduquer, apprendre à connaître ce qui nous entoure, sensibiliser aux bonnes pratiques de cohabitation.
permettre la récolte. Par exemple, la ville de Sherbrooke a un règlement qui permet l'utilisation d'engins relativement comme l'arc-arbalète quand on est proche du centre-ville, mais plus on s'éloigne du centre-ville, plus là, les engins deviennent puissants. Donc, plus on est loin, là, on va avoir l'arme à chargement par la bouche qui s'ajoute ensuite avec le fusil. Ensuite, on va avoir la carabine. Il y a aussi être stratégique dans son plan de développement, prendre conscience des éléments comme les aires de confinement, les ravages. Ça peut être un élément à garder en tête. Offrir un bon habitat aussi pour la faune. Alors, quand il y a un bon habitat, la faune a tendance à y rester, donc elle va moins se promener. Et bien sûr, le MFFP est là pour vous aider. On détient une grande expertise sur plein de gibier. On est là pour jaser avec vous. On est là pour vous aider, vous accompagner là-dedans. C'est pas toujours facile là, en tant que municipalité ou qu'MRC de savoir où aller avec ça, mais on est là. C'est officiel. J'offre l'aide publiquement en ce moment, là. Mais ça fait une dizaine d'années qu'on accompagne plusieurs villes qui recherchent des solutions, notamment avec la cohabitation avec le cerf. Puis, vous êtes les bienvenus, là. Sinon, offrir un habitat de qualité, tantôt j'en parlais. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire conserver des chicots, les armoires debout, les pics, les martres, les pécans, les hiboux, les salamandres vont en profiter, que ce soit comme un habitat pour nidifier, que ce soit pour juste se protéger des prédateurs, comme garde-manger, parce qu'il y a souvent beaucoup d'insectes. Ça peut être de conserver des arbres clés. Par exemple, on va vouloir garder des bouleaux pour la Gélina tupée quand on fait nos travaux d'aménagement, protéger la régénération de petits sapins, essayer de voir comment dans le temps on peut essayer de protéger cette régénération-là quand on fait nos travaux, conserver des arbres vétérans, faire des aménagements l'hiver pour favoriser la nourriture pour le cerf ou l'orignal. Il y a vraiment plein de stratégies. Je vois le temps qui file, mais je sais aussi que vous avez, la plupart d'entre vous, si vous avez une terre à bois, vous avez probablement un conseiller forestier. Je vous dirais là, que d'en jaser avec lui pour avoir un plan d'aménagement forestier, ça peut être intéressant. Puis de voir s'il y a moyen d'avoir un PAF à 2F, c'est-à-dire un plan d'aménagement forestier et faune. Donc, d'ajouter un élément faunique à votre plan d'aménagement forestier. Donc là, c'est différentes interventions là, que je vous présente. Puis ici, là, ces deux fascicules, ces deux guides qui offrent des différentes stratégies pour aménager la forêt là, en fonction du cerf. Là, comme je vous disais tantôt, d'avoir un conseiller forestier. Il y a aussi différents organismes aussi à mission plus environnementale qui offrent le service là, d'aménagement plus, d'un plan d'aménagement plus écosystémique ou plus forêt-faune. Donc, il y a différentes solutions là, qui s'offrent à vous si jamais votre conseiller forestier n'est pas n'a pas les ressources disponibles pour vous accompagner là-dedans si c'est quelque chose qui vous intéresse. Tout à l'heure, je vous ai parlé de différentes méthodes. Ça, c'est deux fascicules qui, ici, là, le cerf de Virginie, comment faire face aux dommages qu'il peut causer. Il y a différentes méthodes. La plupart des méthodes là, que je vous ai énumérées tout à l'heure s'y retrouvent. Il y a aussi la Fondation de la faune qui a beaucoup de guides pratiques là, pour différentes espèces qui peut offrir beaucoup d'outils. En gros, pour une cohabitation harmonieuse, il faut apprendre à connaître la faune, essayer de la comprendre. Souvent, quand on comprend les choses, c'est beaucoup plus facile d'accepter la situation. Adapter notre comportement. Évaluer la situation afin de trouver un terrain d'entente. Des fois, ce n'est pas nécessaire de tout clôturer. On peut clôturer seulement une partie. On peut essayer d'être tolérant, se dire, écoute, il a pris la dernière lisière de soya en bordure du bois. Ça fait à peu près 2 mètres de large sur 50 mètres de long.
je suis capable de vivre avec selon, je vous sors des dimensions un peu farfelues, là, mais c'est juste pour dire, de voir la proportion là, par rapport à toute la grandeur du champ. Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que je suis capable de vivre avec ça? Pour diminuer l'impact de sa présence, il y a plusieurs méthodes. Hein, on en a vu plusieurs rapidement, malheureusement. Puis, il n'y a pas une méthode à privilégier. C'est vraiment de voir selon votre situation qu'est-ce qui est bon. De favoriser, d'avoir un habitat adéquat au bon endroit, ça aide aussi. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on a la chance de vivre dans la nature. Hein, on a la chance de côtoyer ces espèces-là. Elles étaient là avant notre arrivée. Donc, des fois, il faut garder ça en tête pour être capable de prévenir au lieu de guérir, parce que là, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus facile que de changer un comportement qui a été adapté par le passé. J'arrête ça là. Je pense qu'il nous reste quelques minutes pour échanger. N'hésitez pas aussi, là, vous avez mon contact au début, là, il y a mon adresse courriel qui était au début de la présentation. N'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions qui vous viennent par la suite ou si on n'a pas le temps là, d'échanger ensemble. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires. Là. Je vais essayer de vous voir. Peut-être si j'arrête mon partage d'écran. Oui, merci Anaïs. Oui, peut-être si tu cesses le partage, je pense que ça vient de fonctionner. Tu vas peut-être voir plus de gens apparaître. Je vois ici, Caroline Chabot qui a la main levée. Je ne sais pas, Caroline, si tu peux ouvrir ton micro ou si tu préfères utiliser le chat pour poser ta question. Je m'excuse, c'est une vieille main levée. C'est correct. Merci beaucoup pour la question a été présentation. répondue? Oui, mais j'en ai d'autres. Hein. Mais je vous écoute. Je vous écoute. Je vais passer mon tour pour tout de suite. Ah, d'accord. Okay. Ah, bien, il y a M. Jacques Drolet qui a une question. Bonjour, Naïs, et merci. Quelques petits points. À Bolton-Ouest, depuis une couple d'années, il y a de plus en plus de culture de sarrasin. Et depuis ce temps-là, le nombre de dindons sauvages et de bernaches au printemps, entre autres. Et il y a beaucoup plus de volume de ces bêtes-là qu'on avait avant. Ce qui fait qu'on voit maintenant des espèces qu'on n'avait pas vues avant, comme des lynx. Moi, ça fait 40 ans que j'ai mon terrain ici. Là, aller jusqu'à 2 ans passés, je n'avais jamais vu de lynx. Et là, maintenant, je les vois régulièrement. Donc, si le lynx est là, ça a une incidence sur le cerf de Virginie également, sûrement, et également sur l'orignal. Donc, à ce moment-là, je me dis, ben, vu que la tique d'hiver a déjà une incidence sur l'orignal comme tel, qui peut être transmissible au chevreuil, ça va être quoi, là, la boule de neige qui va continuer avec tout ça? En fait, là, par rapport à la tique d'hiver de l'orignal, elle s'appelle comme ça parce qu'elle attaque principalement l'orignal, tandis que la tique à pattes noires, c'est une tique qui se retrouve sur le cerf et c'est elle là, qui peut être porteuse de la maladie de Lyme. Donc, c'est vraiment au Québec, on a plusieurs variétés de tiques, mais la tique d'hiver de l'orignal fait des dommages généralement seulement sur l'orignal, tandis que le cerf il fait partie là, du cycle de vie de la tique à pattes noires. Donc, c'est vraiment deux choses. C'est quand même une bonne nouvelle qu'il y ait des lynx. C'est sûr que c'est pas un prédateur si efficace que ça nécessairement pour l'orignal puis pour le cerf, surtout dans les hautes populations de cerfs qu'on a actuellement. Donc, par contre, ça peut pas nuire, hein, mais c'est pas ça qui va changer tant que ça là, la densité de cerfs là, sur le territoire en ce moment. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Hein. En partie, et également la culture de sarrasin, qu'est-ce que ça vient faire avec justement l'augmentation du dindon et des bernaches surtout? C'est une bonne question. Les cultures qu'il y avait avant, c'était quoi? Peut-être que c'est le changement de culture là, qui influence. Sûrement parce qu'avant ça, il n'y en avait pas. Ah! Oui, c'est ça. Souvent, c'est un changement d'habitude là, qui
qui crée un changement aussi dans la présence là, de la faune. Si je peux me permettre une petite dernière, Ève, dans la zone 6, vous avez changé les règles par rapport au chevreuil mâle comme tel, pour la longueur des bois, le nombre de bois comme tel. Qu'est-ce qui a été la résultante sur le terrain? Oui, en fait, là, pour ceux qui sont peut-être moins chasseurs, puis un peu moins au fait, là, on marche par zone de chasse. La zone de chasse 6 Sud, 6 Nord, qui se trouve être plus en Estrie, Sherbrooke, Richemont, jusqu'à... Tout les Sud? Pardon? Tout les Sud? Oui, aussi. Juste à côté de Bolton West. Oui. On a mis en place là, un projet expérimental sur 5 ans qui demandait aux chasseurs de récolter seulement des mâles adultes ayant 3 pointes et plus sur leur panache d'un côté. Donc, la pointe, il fallait qu'elle ait 1 pouce, fait que ça prenait 3 pointes d'un côté pour pouvoir être récoltées. Puis sinon, il y avait des serres sans bois, donc des femelles ou des fans qui pouvaient être récoltés aussi. On suit différents paramètres, là, tant au niveau biologique, l'impact que ce projet-là a sur le cerf, mais aussi au niveau socio-économique, voir comment les chasseurs réagissent à ça, comment ils apprécient ça. C'est un projet de 5 ans. On arrive là, dans nos derniers 1000. Là. Il nous reste une dernière année avant de tout compiler ça puis de sortir vraiment les résultats statistiques. Donc, tant que le projet n'est pas terminé, je peux malheureusement pas répondre. Là. C'est sûr qu'on voit un plus grand nombre de gros bocs, forcément, là, à l'automne, sortir du bois parce qu'on protège les spikes qu'on appelle, là, les 1 an et demi là, qui n'ont pas leur gros panache de 3 pointes et plus. Donc, vu qu'eux ont une année de plus pour grossir, bien, c'est sûr qu'à l'automne, souvent, on voit des plus gros panaches qu'avant. Là. C'est la seule chose que je pourrais vous dire, puis c'est une observation personnelle. Mais dans 1 an, là, on est en avril 2021, fait que dans 1 an, on va être en mesure de vous donner tous les résultats de ce projet expérimental-là. Merci. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Anaïs. On a une main levée de Bruno Mire et on a une très bonne question là, de Émile Veilleux. Par contre, on est à la fin de notre rencontre. Si je peux me permettre, est-ce qu'on peut donner tes coordonnées, Anaïs, pour que les personnes qui ont des questions puissent y aller directement avec toi? Absolument. Là, au début de la présentation, il y avait mes coordonnées, mon courriel. Puis aussi, là, je peux rester 5-10 minutes de plus là, pour échanger avec les gens qui ont du temps sans aucun problème. Hein. OK. Ben, je vais remettre tes coordonnées ici pour ceux qui doivent quitter puis qui ont des questions supplémentaires peuvent te rejoindre anaïs.gas@commercial-mffp-gouvernement.qc.ca. Puis moi, juste pour conclure, j'aimerais te remercier de la présentation, remercier également nos bailleurs de fonds. Merci de votre écoute, de votre enthousiasme, tout le monde. Puis, j'aimerais vous dire au mois prochain, pour la 3e et dernière conférence avec le regroupement Québec Oiseaux. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez me joindre à mon courriel que vous connaissez tous déjà pour la plupart. Et puis, merci encore d'avoir été là. Pour ceux qui veulent rester, on peut garder quelques minutes à Anaïs avec nous. Je peux continuer de modérer, il n'y a pas de problème. Merci. Est-ce qu'Émile est encore là? Oui, Émile, oui. tu peux poser ta question? Oui, bien c'est ça. En fait, je vais comme parler un peu à titre de porte-parole d'un collègue agronome qui se demandait cette question-là, s'il existait des aménagements ou des manières de créer des passages fauniques pour essayer de réduire l'érosion causée par l'utilisation d'un cours d'eau en milieu agricole par la faune, entre autres. Il a lui, eu quelques observations d'érosion, ce qui semblerait causé par l'utilisation du cours d'eau, entre autres peut-être par le cerf. Puis il se demandait s'il existait des méthodes connues, efficaces pour
rediriger les animaux au cours d'eau à un endroit plus propice, moins dommageable? En fait, là, à brûle pour point comme ça, là, c'est une très bonne question. Puis ça demanderait peut-être un petit peu plus de réflexion, mais rapidement, là, j'aurais tendance à dire que c'est sûr que la méthode la plus efficace, c'est vraiment les clôtures qui permettent de rediriger la faune vers le passage où on veut que l'espèce circule. C'est d'ailleurs là, ce qui est fait en bordure des routes quand on a des passages fauniques on veut pas que la faune passe au-dessus de la route, mais on veut vraiment qu'elle passe en dessous de la route. Donc, on la dirige, elle va suivre la clôture jusqu'à temps qu'elle trouve l'endroit pour passer. Donc, ça pourrait être le même concept qui pourrait être utilisé. Par contre, je comprends qu'il y a des frais là, qui sont associés à ça, qui sont peut-être pas à portée de main là, de tous les agriculteurs. Il y aurait peut-être de densifier le couvert végétal, donc, puis de laisser à des endroits plus propices, un petit peu plus d'ouverture, donc sans que ça soit trop ouvert quand même. On veut garder quand même une certaine protection là, visuelle pour les prédateurs, mais ça va être plus, si on est capable d'avoir des endroits où c'est plus intéressant de marcher. Il y a certaines grosseurs de cailloux, certains types de cailloux qui peuvent être moins intéressants de marcher dedans aussi. Donc, ça pourrait rendre ça un petit peu moins agréable. Là, on pourrait reparler de l'efficacité de tout ça, mais c'est différentes solutions qui pourraient être explorées. Ouais, vite comme ça, là, ce serait pas mal les principales solutions que je verrais. Là. Probablement qu'en réfléchissant un petit peu plus longuement, là, je pourrais arriver avec des solutions plus étoffées puis peut-être plus adaptées selon la situation exacte, là, de voir c'est quoi la largeur de la bande riveraine, c'est quoi le type de forêt qu'on a, différentes choses comme ça. Mais c'est une bonne question. Ouais. Merci. Je vais lui transmettre votre courriel. Comme ça, si jamais il y a des précisions ou quoi que ce soit, Génial. Merci. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Bruno, est-ce que tu voulais t'adresser à Anaïs, peut-être prendre le mot de la fin en même temps? Bon, c'est plus une question, je vais dire, qui se rattache intimement au sujet d'aujourd'hui. Dans la présentation, on entendait qu'on pouvait obtenir des quotas et même les distribuer, même si on n'était pas obligatoirement chasseur soi-même, ce qui m'amène à la question suivante. Quel est le rôle des clubs de chasse et le type de relation qu'on devrait pouvoir développer avec eux, justement dans le contexte de vouloir faire sa part au niveau de la régulation de certaines populations et en même temps peut-être de gérer un peu le trafic, entre guillemets, surtout s'il y a de nouveaux venus qui ne sont pas obligatoirement des chasseurs d'expérience et qui n'offrent peut-être pas toutes les garanties non plus. C'est une question typique des propriétaires qui nous est régulièrement posée. Hein. Oui, en fait, je vous dirais que je suis contente d'avoir cette question-là. Là. J'ai vraiment passé très près du sujet sans aller trop en profondeur tout à l'heure, mais il existe différentes formules. Là. On voit là, d'un peu de tout là, sur le terrain, c'est-à-dire le producteur qui prend la solution, qui prend en charge là, la solution, donc qui va aller chercher un grand nombre de chasseurs, puis qui dit que toi, tu t'assois ici, tu as 2 jours pour me récolter une femelle. Si dans 2 jours, c'est pas terminé, dehors, tu vas chez l'optométriste. Puis après ça, il y en a un autre qui arrive, puis ça roule comme ça. Donc, il y en a qui sont très stricts dans leur sélection de chasseurs. C'est tu t'assois ici, tu récoltes un cerf sans bois uniquement. Je veux pas que tu récoltes un mâle parce que moi, je veux diminuer ma population locale. Par contre, ça, c'est pas tous les producteurs qui ont la capacité ou le temps de gérer des chasseurs parce que ça demande quand même de la gestion. Puis quand on parle là, en même temps, ça dépend de la densité de cerfs que vous avez, mais d'avoir 3-4 chasseurs, c'est souvent pas assez. On parle peut-être d'une trentaine de chasseurs là, pour un 1000 acres des fois. Là. Donc, ça peut être beaucoup de monde qui circule chez vous, mais c'est à vous de dire, c'est ici qu'on chasse,
Il peut y avoir, par exemple, si les gens sont membres de la FEDCP, de la Fédération des chasseurs-pêcheurs, ils ont une assurance qui vient avec ça, donc ça peut être intéressant pour les producteurs, parce que ça, c'est aussi la responsabilité là, de s'il y a des bris, comment on gère ça. Ça peut être un contrat aussi qui est signé. Il y a aussi des firmes, j'appelle ça des firmes, ouais, des espèces de consultants qui se spécialisent là-dedans, qui, eux, vont gérer les chasseurs pour les gens. Donc, c'est des guides de chasse, mais c'est eux qui s'occupent d'accueillir le chasseur, de lui dire, tu t'assois ici. Lorsque tu as terminé, lorsque tu tires, tu m'appelles, je vais venir avec toi, on va aller chercher ton gibier. Si on ne le retrouve pas, on va aller chercher un chien de sang. Après ça, on va aller l'enregistrer. Puis, c'est vraiment un clé en main qui est offert. Là, il y a différents niveaux de formule selon le type de tout inclus qu'on prend. Là. C'est un peu comme les voyages dans le sud. Là. Mais ça peut être intéressant. Puis, souvent, le chasseur va payer le coordonnateur de chasse. Donc, il va... le producteur n'a pas nécessairement des frais à payer à ça. C'est sûr que, par contre, chez certains producteurs, ça peut peut-être être plus intéressant d'avoir je lance des chiffres, là, mais un 1 000 $ par exemple, pour louer à 2 personnes qui vont venir chasser pendant toute la période. Par contre, quand on fait le coût-bénéfice, l'évaluation des coûts-bénéfices, de louer à 2 personnes à 1 000 $, puis d'avoir des pertes dans mes récoltes, versus si j'ai pas ce 1 000 $-là, mais j'ai 30 cerfs qui sont sortis à cerfs sans bois, en plus des femelles, qui sont sortis à chaque année, puis que j'amène mon voisin aussi à embarquer dans la même stratégie, puis qu'on est 2-3 à faire ça, bien là, forcément que vous allez avoir un impact, tout comme pour le raton. Puis ça, c'est important aussi d'identifier le bon ravageur, si je veux dire, je pourrais dire. Parce que des fois, on accuse le cerf, mais c'est le raton qui cause les dommages. J'entends des histoires de gens qui trappent au-dessus d'une centaine de ratons sur des lots. Donc, c'est important de bien identifier la bonne bête pour avoir la bonne solution. Puis de ne pas hésiter à avoir, c'est ça, soit un trappeur professionnel qui est capable de sortir beaucoup de ratons, par exemple, ou beaucoup de chasseurs. Là, au niveau de l'aspect légal de la chose, le producteur peut demander une rémunération pour louer sa terre pour chasser. Par contre, s'il loue son chalet, puis qu'en plus, il offre un service de guide de chasse, ben là, ça se trouve être de la pourvoirie illégale. Il faut juste faire attention. Là, j'ouvre cette parenthèse-là pour ne pas mettre personne dans des situations inconfortables ou déplaisantes. Mais quand même, généralement, là, si le producteur il est agriculteur, il est très occupé, il n'a pas nécessairement le temps d'aller offrir un service de guide de chasse. Puis, il y a moyen aussi de bien s'informer avant. Mais de juste avoir des chasseurs sur sa terre, d'en avoir plusieurs, ça, c'est tout à fait légal. Ça, c'est quelque chose aussi que les gens ignorent souvent. Puis, souvent, les chasseurs, les propriétaires oublient qu'ils sont propriétaires. Donc, si moi, j'ai un problème chez nous, ben la personne que j'amène à venir chez nous, que j'accueille chez moi, j'aimerais ça qu'elle respecte mon besoin, qu'elle vienne répondre à mon besoin. Donc, moi, j'ai un besoin que ma population de cerfs diminue. Donc, je sais que le bas qui a l'air vraiment beau, puis t'aimerais ça, mais moi, je te demande de récolter un cerf sans bois parce que c'est moi qui vis avec le problème l'année suivante. C'est ma nourriture, c'est mon gagne-pain, en fait, qui est diminué l'année d'après. Donc, ça, c'est de ne pas avoir peur de mettre ces balises, là, de vraiment bien expliquer la situation. Puis le club de chasse, pour revenir à ça, ça peut être une autre solution. Puis le club de chasse peut avoir... Là, c'est beaucoup personnalisé, si on veut, un club de chasse. Donc, c'est vraiment en fonction de si on sait qu'il y a une problématique puis que le club de chasse accepte d'avoir des contraintes, que je pourrais dire, qui vont être de vous récolter seulement des cerfs sans bois. Sinon, il y a certains clubs de chasse qui vont dire vous récoltez seulement des cerfs sans bois. Il y a un frais de tant de centaines de dollars pour récolter un mâle adulte. Donc, cet argent-là peut être investi d'une autre façon. Puis, ça amène le chasseur à dire OK, au moins, j'ai le privilège, j'ai le goût là, de ce boc-là parce que c'est un trophée, puis je peux pas, il est trop beau. Je ne veux pas être banni du club, mais c'est comme le boc de ma vie.
ben, au moins, il y a cette opportunité-là. Fait qu'il y a quand même des fois des formules là, qui sont envisageables. Mais encore là, c'est vraiment, il y a tellement de solutions à adapter à chacun des problèmes, mais à chacune des situations, je devrais dire. On pourrait en parler là, toute l'après-midi là, des différentes solutions, mais c'est pour dire que ça existe, puis il y a des choses, puis par exemple, si vous avez un regroupement de producteurs qui ont des problèmes, on peut s'asseoir là, tout le monde ensemble, puis essayer de voir c'est quoi les solutions envisageables, puis comment ça peut être structuré, puis modelé là, en fonction de la situation actuelle. Merci beaucoup. Ça répond à plusieurs de mes questions et de celles que j'ai entendues au sein du collectif. Et certainement, nous aurons l'occasion d'en reparler en détail. Ce que je retiens quand même, c'est que le propriétaire a quand même des droits, voire même des obligations par rapport à comment il souhaite développer sa terre et protéger sa terre, par exemple de certaines espèces qui font du dommage, et que donc il a quelque part aussi son mot à dire. Alors, comment il le fera directement avec les chasseurs ou avec un club ou une combinaison des deux? Je pense qu'il y a différentes formules qui sont ouvertes et certainement, si vous me le permettez, nous reviendrons vers vous avec des questions plus précises dans un avenir rapproché. Merci. Ça va me faire plaisir. Anaïs, si je peux apporter juste un petit complément à ce que tu viens de mentionner. Si le propriétaire demande une rémunération pour obtenir un chasseur chez lui comme tel, il engage automatiquement aussi sa responsabilité. Donc, à ce moment-là, s'il y a un accident sur son terrain comme tel, il en est en partie responsable. Donc, il faut qu'il y ait les assurances pour le couvrir en même temps. Effectivement, là, il existe des fois aussi juste comme je disais tout à l'heure, il y a la Fédération des chasseurs-pêcheurs du Québec qui, quand on est membre, offre une assurance. Il faudrait revoir toutes les modalités qui sont listées, voir si ça correspond vraiment aux besoins du propriétaire. Par contre, il y a aussi des firmes d'assurance qui offrent juste à la pièce, une assurance à la pièce, si on veut, pour ce type de situation-là, que par exemple, si moi, dans mes assurances de maison, responsabilité civile, etc., c'est pas inclus quand je suis à la chasse, bien, il y a moyen, il y a certaines compagnies là, qui vont offrir un petit ajout juste pour ces moments-là de l'année. Là. Donc, mais effectivement, ça peut sécuriser beaucoup de personnes. Puis c'est important aussi de l'avoir en tête. Là. Oui, et puis je pense que, encore une fois, nous constatons qu'il y a eu par le passé des dommages non négligeables à certaines propriétés, des fenêtres, des balles perdues, des choses comme ça qui font que, bon, ben, tout d'un coup, on se retrouve avec des frais qui n'étaient pas prévus au budget et qui pourtant peuvent parfois chiffrer de façon importante. Donc, je pense que la question d'assurance, telle que M. Drolet vient de la soulever, est importante et qu'on sache aussi qui se balade chez nous, quoi, tout simplement, et avec quelles intentions. Voilà. C'est aussi pour ça que des fois, d'avoir un coordonnateur qui gère tous les chasseurs pour nous, ça peut être une formule intéressante. Il suffit de trouver la bonne personne, puis qu'elle comprenne bien nos valeurs. Puis, c'est aussi, des fois, là, les propriétaires ont peur qu'avec une formule comme ça, ils doivent demander à leurs anciens chasseurs de se retirer. Mais c'est pas nécessairement ça le cas. Si les anciens chasseurs chassaient seulement pendant la carabine, ben, il y a moyen de rentabiliser la période à arc-arbalète, par exemple. Ou s'ils chassaient seulement sur une partie de la terre, ben, d'offrir l'autre partie de la terre à d'autres chasseurs, ça peut être une autre option. Donc, il y a vraiment différentes options là, qui sont possibles. Comme je vous disais tout à l'heure, on peut en parler toute l'après-midi. Merci Anaïs de prendre plus de temps avec nous. Là. Je pense que c'est vraiment agréable, c'est intéressant aussi. C'est le mode virtuel parfois nous est restreint. On dit 1 heure et puis tout ça. Puis en présentiel, on aurait pu probablement aller discuter avec toi après la conférence et puis poser des questions plus pointues. Fait que c'est quand même le fun de prendre ce petit moment-là. Puis je vois des noms aussi. Là, fait que je me dis qu'il y a certains membres du collectif aussi qui sont avec nous. Puis tout ça, qui peuvent vraiment avoir des questions
plus spécifiques, comme ça a été organisé dans le cadre de notre partenariat. C'est vraiment le fun de t'avoir avec nous. Moi, je suis vraiment contente d'avoir eu ce temps avec vous, puis de pouvoir échanger sur le sujet. Puis la serre, c'est toujours un sujet qui soulève des passions, donc ça fait plaisir d'échanger. Super. Si tout le monde est à l'aise, je vous dis au revoir et merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une superbe fin de journée, puis on se revoit bientôt. Merci beaucoup. Marie-Hélène, d'avoir fait la technique. Anaïs, bye Bruno. Merci tout le Bye, monde. Monsieur À la Drolet. prochaine. Tout le monde. À la prochaine. Bye. Au revoir. À bientôt.